Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres. Les retombées pour l'emploi et l'économie seront probablement importantes et maximales pour tirer un profit de l'organisation des Jeux Olympiques dans 6 ans à Paris. Le MEDEF lance une plateforme Entreprise 2024. Une réunion d'information était organisée jeudi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il est candidat à la présidence de la Fédération locale des Républicains. Face à Pierre Bédier et Alexandra Dublanche, Jean-Philippe Giraud veut porter la voix des militants. Cet adhérent et directeur du développement international d'une PME sera l'invité de l'émission. Dans le reste de l'actualité, la concertation publique lancée pour la rénovation du quartier des 4 Arbres à Elancourt ou encore le premier forum parentalité organisé à La Verrière mercredi. De la patience pour ce week-end de Pentecôte. Vous en aurez besoin si vous avez la chance de partir. Bison Futé prévoit de nombreux ralentissements sur les routes franciliennes jusqu'à lundi et notamment dans le sens des départs. La journée est classée rouge ce vendredi, orange samedi. Il est conseillé d'emprunter les grands axes avant 8h ou après 21h dans le sens des retours. La journée de lundi est orange aussi. La circulation sera saturée au niveau du péage de Saint-Arnoux en Yvelines après 15h selon Bison Futé. Prenez vos précautions, les ralentissements sur la route et dans les transports en commun aussi. Nouvelle journée de grève des cheminots jusqu'à dimanche matin. Les lignes N et U du Transilien et le RERC pour vous rendre ou partir de Saint-Quentin en Yvelines seront impactés. L'état du trafic et les horaires de vos trains sont disponibles sur transilien.com. Le MEDEF a présenté jeudi soir au Vélodrome national la plateforme Entreprise 2024, opérationnelle dès le 1er octobre prochain. Elle permettra aux entrepreneurs d'avoir un accès privilégié aux appels d'offres liés au JO 2024. L'organisation patronale organisait une réunion d'information pour les entrepreneurs sur le sujet au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Reportage d'Aurélie Ronze. Informations sur les Jeux Olympiques de 2024, appel à projets, appel d'offres ou encore emploi. En lançant la plateforme Entreprise 2024, le MEDEF souhaite faire profiter les entreprises de cette opportunité économique. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines sera particulièrement concerné puisque 4 sites accueilleront des épreuves. Le rendez-vous est dans 6 ans et pourtant c'est maintenant qu'il faut anticiper. On n'a pas du tout le droit à l'erreur, c'est la planète qui nous regarde et c'est un vrai facteur de rayonnement pour la France que d'avoir l'accueil de ces Jeux Olympiques. Donc on ne peut pas se louper et donc c'est de la préparation et de la planification. La plateforme Entreprise 2024, également dédiée aux associations, sera mise en route dès le 1er octobre 2018. Pour l'instant, aucun chiffre précis sur les retombées économiques. Les Jeux Olympiques devraient néanmoins créer 250 000 emplois. Pour Saint-Quentin, avec les sites qui existent déjà, il y a une part hôtelière, une part dans le bâtiment. Donc c'est une vraie opportunité. S'il y a un manque de main-d'œuvre dans un certain secteur, on mettra en place des formations en adéquation avec la demande. Lors de cette présentation, 2 sportifs, François Pervy et Quentin Lafargue, ont partagé avec les entrepreneurs leur parcours et leur motivation pour atteindre le plus haut niveau. Quand on est patron d'une entreprise ou salarié ou collaborateur, on a des objectifs de réussite. Et forcément, quand on est sportif de haut niveau, c'est la même chose. Tout comme les sportifs, les entrepreneurs yvelinois pourront mettre toutes leurs chances de leur côté grâce à cette plateforme pour profiter au mieux de l'événement. Suite et fin de notre escapade au Festival de Cannes. Toute la semaine, la rédaction de TV78 vous a fait vivre l'événement à travers les Yvelinois sur place pour ce dernier numéro de Cannes 78. Place à la musique et au groupe Macadam Crocodile. Un reportage de Grégory Canalet et Alexis Garneau. Village Schweppes, plage du Majestic ou encore Baoli, la nuit cannoise bat son plein pendant le festival. 2 Yvelinois, Xavier Polycarpe et Vincent Brulin, ont animé l'une de ces soirées à l'atelier des merveilles éphémères. Le chanteur M s'est également joint à la partie. Jeunes, Xavier et Vincent ont fréquenté le même lycée à la Selle Saint-Cloud. Après leur carrière respective, ils se sont retrouvés et ont créé Macadam Crocodile.
Xavier et Vincent, vous représentez donc le groupe Macadam Crocodile. Vous produisez ce samedi 12 mai sur la terrasse du Five Seas Hotel dans le cadre de la soirée des ateliers des merveilles éphémères. Parlez-nous déjà de l'univers de Macadam Crocodile. Quel est-il, cet univers ? C'est un univers qui est retranscrit par nos deux faciès déjà. Et non, tout part d'une sorte de, on va dire de collectif qu'on a depuis longtemps. Et on a beaucoup déjà mis ensemble depuis des années et des années et des années. On a eu plein de projets ensemble. On a fait le même lycée, etc. Et et l'univers, c'est avant tout le plaisir de jouer, de se regarder dans les yeux, de suer un peu. Musicalement, ça donne quoi musicalement ? Musicalement, ça part donc d'une envie de jouer en boucle, d'essayer de faire monter ce qu'on peut dire une certaine transe dans la musique, apporter une certaine transe avec la répétition. Mais on va dire que on puise nos influences, il y a de la funk, de l'afro-funk, et mélangé avec du disco, du new disco, Et des trucs plus modernes, un peu tripants, comme on peut dire aussi, qui permettent des longues montées, des longues envolées. Et c'est uniquement aussi des performances en live, c'est ça, Macadam Crocodile ? Ouais, jusqu'alors, c'est qu'on a fait... On n'a rien enregistré en fait. On n'a rien enregistré, c'est que du live. Et on a fait beaucoup de concerts. Donc on se demande peut-être si on va pas enregistrer. Et le fait d'être présent ici à Cannes pendant le festival, est-ce que c'était un choix de votre part ? Peut-être êtes-vous passionné de cinéma ou ça s'est fait tout à fait par hasard, cette programmation, le fait de jouer ici ce soir ? C'est une très grosse opportunité. C'est une très grosse opportunité pour Cannes de nous avoir en ce samedi 12 mai, c'est vrai. En fait, le festival s'est construit autour de nous. Ça veut dire que cette année, on voulait faire du Macadam Crocodile avant tout. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être qu'on peut faire un festival de cinéma. Et effectivement, on aime bien le cinéma, d'une certaine manière. Non, et plus sérieusement, c'est Loïka qui s'occupe de l'âme, c'est-à-dire c'est l'endroit où on joue ce soir, qui nous a contactés via des amis. Ils nous ont proposé de venir pour le festival. Depuis dans l'aiguille. Avec toute une bande de musiciens avec qui on est amis, on est habitué de jouer un peu ensemble. Et il y avait Mathieu Chédid qui était là aussi, donc c'est super. On a fait un super jam hier de 2 heures. Et qu'est-ce que vous avez concocté là ce soir pour les personnes qui vont assister à cette performance ? De la sueur et j'espère de l'envie de danser, parce que nous, notre but, c'est que les gens dansent et de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens. Faire danser les gens, on est vraiment dans ce truc-là, de faire partie de la fête, quoi. Plus qu'un show à proprement parler, quoi. Merci Vincent et Xavier. Merci à toi Grégory. Dernier focus de la semaine sur un film financé par la région Île-de-France. Marie Monge revient avec Joueur, premier long métrage de la réalisatrice sélectionnée au sein de la quinzaine des réalisateurs, festival parallèle à Cannes. Joueur se déroule dans les milieux du jeu parisien et là, une jeune femme normale rencontre Abel, un flambeur qui l'entraîne dans sa passion et son addiction. 9450, on divise comment ? 50-50. On va manger un bout ? J'ai les crocs, moi. Voilà, c'est sur ces images que se referme le rideau de Cannes 78. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Cannes 78, c'est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Un seul mandat d'élu local au début des années 2000. Il est pour l'instant l'invité presque inconnu de la course à la présidence de la Fédération yvelinoise des Républicains. Jean-Philippe Giraud, militant LR dans la 9e circonscription des Yvelines, souhaite se mesurer à Pierre Bédier, président du département, et Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France. Tout comme eux, il est candidat pour devenir le patron de la droite locale et il est aussi notre invité pour cette émission. Jean-Philippe Giraud, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Je le disais, méconnu pour un grand nombre d'Yvelinois, ce n'est pas une attaque contre vous, hormis peut-être pour ceux de la 9e circonscription des Yvelines. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette campagne avec 2 poids lourds que sont Pierre Bédier et Alexandra Dublanche ? C'est justement parce qu'il y a 2 poids lourds qui vont s'opposer pour la présidence de la Fédération des Yvelines. Et à droite, on a beaucoup souffert de ces guerres des chefs. Et en fait, je leur envoie un message. Je les ai rencontrés les uns et les autres pour leur dire que je serai le caillou dans leurs chaussures
pour essayer de trouver une voie qui mettrait tous les militants autour d'un seul projet. Et en fait, on l'a vu lors des élections sénatoriales, c'est possible. Il y a une voie de la raison entre Pierre Bédier, qui a été président et qui a une très longue carrière politique, et Alexandra Dublanche, qui représente la nouvelle génération. Il y a certainement une voie au milieu. Sophie Primas pourrait être cette personne-là. Ah, ce qui veut dire que vous ne portez pas forcément, vous, une ambition personnelle. Vous êtes là surtout pour votre famille politique. Alors, je porte un projet, j'incarne un projet qui est de faire entendre la voix des militants. Je précise tout de suite, je roule pour personne. En tout cas, pas pour parce que vous Sophie parliez non plus. de Sophie Primas. J'allais vous demander, est-ce que c'est Sophie Primas qui vous envoie un peu en mission? Absolument pas. Et ça a été très clair. Je m'en suis entretenu avec elle. Les choses sont très claires. Je fais campagne pour faire entendre la voix des militants. Sophie Primas est vice-présidente de la commission des affaires économiques au Sénat. Oui, on rappelle sénatrice des Yvelines. Ouais, sénatrice des Yvelines. Tout comme Pierre Bédier, tout comme Alexandra Dublanche, elle a fort à faire. Elle a un emploi du temps très chargé. J'ai pour autant une activité professionnelle, mais je n'ai pas de mandat. Et donc, en fait, j'essaye d'appeler à la raison les poids lourds des Yvelines, de ma famille politique, pour une solution qui convienne à tous et qui convienne surtout aux militants. Oui, pour apprendre à mieux vous connaître, vous étiez élu, je crois, entre 2001 et 2008 dans un petit village des Yvelines, Andelu précisément. Pour aussi apprendre à mieux vous connaître, est-ce que vous pourriez définir votre point de vue politique et plutôt votre parcours idéologique? Vous avez intégré l'UMP, si je ne dis pas de bêtises, en soutenant à l'époque Nicolas Dupont-Aignan, qui était encore membre de l'UMP. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un souverainiste qui est favorable au protectionnisme? Alors, effectivement, je suis venu à la politique et devenu adhérent à l'époque de l'UMP suite au mandat que j'ai effectué. J'ai eu l'occasion de rencontrer différents élus et j'ai senti la force politique que représentait un mandat. Nicolas Dupont-Aignan, à l'époque, quand son parti était associé à l'UMP, présentait des idées qui étaient pour moi plutôt gaullistes. Il n'a échappé à personne qu'il s'en est fortement éloigné. Et c'était pour cette raison, quand il a quitté l'UMP, que je ne l'ai pas suivi. Aujourd'hui, j'ai participé très activement à la droite forte avec Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier, qui incarnaient une nouvelle génération. Mais là encore, je reste fidèle à mes idées. Quand ils se sont rapprochés fortement et sans informer personne de sens commun, pour vous, c'était hors de question de les suivre. Et du coup, aujourd'hui, vous appartenez au mouvement libre créé par Valérie Pécresse il y a quelques mois. Et une question, du coup, Alexandra Dublanche, avec le ticket qu'elle forme avec Othman Nasrou, très proche de Valérie Pécresse. Pourquoi vous ne la soutenez pas, puisqu'elle-même semble être la candidate choisie par Valérie Pécresse? Alors, effectivement, j'ai adhéré à Libre à sa création. Ouais. Parce qu'il faut un espace au sein de notre famille politique pour les gens qui ne sont pas sur la ligne droitière de Laurent Wauquiez. J'aurais pu effectivement m'abstenir d'être candidat. Comme je vous l'ai dit, s'il y avait une candidature de consensus, pour autant, même si j'ai beaucoup d'amitié pour Alexandra Dublanche, je connais un peu moins bien Pierre Bédier. Ce combat qui s'annonce, où ils sont en train de jouer, c'est très tendu, où ils sont en train de jouer probablement en arrière-plan 2022. Il y a des tribunes opposées qui sortent dans la presse, il y a parfois des expressions un peu brutes qui sortent comme baron local ou fief politique. Est-ce que vous nous dites, entre guillemets, que vous n'auriez pas été candidat s'il y avait eu un seul candidat pour cette présidence? Alors, j'aurais certainement pas été candidat s'il y avait eu un seul candidat pour cette présidence, pour autant que ce soit un candidat de consensus et qui allait faire vivre cette fédération, parce qu'il n'a échappé à personne que cette fédération a été abandonnée pendant 3 ans par le président qui en était en charge. Oui, David Douillet, vous pensez à lui, qui est officiellement encore le président de la fédération jusqu'en octobre 2018. Petite question, est-ce que vous avez en ce moment des contacts avec les deux candidats? Est-ce qu'il y a des discussions qui s'installent? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait éventuellement tenter de vous séduire pour vous convaincre et vous retirer? Est-ce que vous irez au bout, en gros, de votre mission pour la présidence? Alors, j'irai au bout pour autant que je puisse disposer des parrainages nécessaires. Oui, bien sûr, on ne connaît pas encore les règles de parrainage. Exactement.
J'ai rencontré Pierre Bédier et j'ai rencontré Alexandra Dublanche dans des discussions que je qualifierais de franches et cordiales. Un peu viril avec Pierre Bédier, mais c'est son style, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, j'ai bien l'intention de mener ma candidature à son terme, sauf, je vous disais, si effectivement il y avait une candidature de consensus et qu'on avait la certitude que nous ne sommes pas en train de nous engager dans une nouvelle bataille rangée qui va nous faire perdre. Parce que là, on parle de la fédération, mais qu'est-ce qui se joue derrière? Les européennes, les municipales? Alors les européennes, c'est un scrutin national, c'est un peu différent. Mais effectivement, vous avez raison, c'est les municipales, c'est les départementales. Et rien ne prouve, vu ce qui s'est passé pour les législatives, qu'on refasse le grand chelem au département. Donc en fait, aujourd'hui, on a deux conceptions de la vie politique et de l'organisation de notre mouvement dans les Yvelines qui s'opposent. J'entends faire entendre ma voix parce que j'ai des idées. Vous voyez, je vais vous en donner quelques-unes. Cette fédération doit devenir une fédération digitale. Aujourd'hui, on ne peut pas faire campagne, demander aux militants d'aller tracter uniquement quand les campagnes s'ouvrent. C'est pas possible. Merci Jean-Philippe Giraud. Et puis on suivra forcément cette campagne jusqu'en octobre 2018. On vous suivra notamment. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes candidat pour l'élection à la présidence de la Fédération Yvelines des Républicains et que deux autres candidats sont déjà connus, Pierre Bédier et Alexandra Dublanche. Merci et bon week-end à vous. Merci Nicolas. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la semaine. Les Éléoncourtois l'attendaient depuis de nombreuses années. Le projet d'aménagement du secteur des 4 arbres se précise. À Éléoncourt, lundi soir, une première réunion publique était organisée en mairie. Les 250 habitants présents se sont vus exposer les grandes lignes du projet. Les détails de Camille Lambert et Mickaël Midoro. Des locaux commerciaux abandonnés, d'autres vieillissants, la zone d'activité des 4 arbres à Éléoncourt va être repensée. Un réaménagement du secteur lancé en 2015 par la ville. Lundi 14 mai, les habitants ont été invités en mairie pour une réunion publique afin de présenter le projet. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler, mais ça fait très longtemps que ça n'avance pas beaucoup. Donc là, j'espère que ça va commencer à progresser. On est une association où on a des jardins. Et on voudrait connaître l'avenir des jardins. S'ils vont racheter un autre terrain pour remettre des jardins ailleurs, et pas trop loin. Parce qu'il y a des gens qui ont un certain âge et qui n'ont pas de voiture pour se déplacer. La base du projet prévoit la relocalisation des jardins familiaux, l'enfouissement des lignes électriques à très haute tension et plus globalement l'élargissement du centre-ville. Cette première réunion marque le début de la phase de concertation. On n'en est pas encore à la phase projet avec des définitions de typologie de bâtiments, d'immeubles, etc. On en est pour l'instant aux grandes orientations d'aménagement. Le but ce soir est d'expliquer aux gens comment ils vont pouvoir s'investir dans ce projet, y participer, y contribuer à travers plusieurs réunions publiques, un diagnostic en marchant qui va être organisé donc, dans quelques semaines. Les habitants sont invités à participer en envoyant leurs remarques et en s'inscrivant aux ateliers proposés. L'enfouissement des lignes à haute tension est prévu pour 2020-2022. Dans certaines zones, les travaux pourraient commencer plus tôt. Une première à la Verrière à présent. La ville organisait mercredi après-midi son forum de la parentalité. Un rendez-vous qui s'est déroulé dans le quartier d'Orly Park. Des échanges entre des spécialistes et des parents sur plusieurs thématiques, santé, scolarité ou encore vie à la maison. Nicolas Dandry s'est rendu sur place mercredi. Reportage. Bah dis donc, c'était pas facile. Devenir un enfant de 2 ans, tenter de grimper sur une chaise, de se servir à boire ou d'aller aux toilettes. Une activité ludique proposée aux visiteurs du Forum de la parentalité à La Verrière. Objectif, prévenir des accidents domestiques responsables de 20 000 décès chaque année, dont 40% d'enfants. Alors en fait, l'enfant, la première chose qu'il va voir, c'est la queue de casserole. Dans ce sens-là, la première chose, il va être attiré par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va appuyer. Vous voyez, avec un seul doigt, j'arrive à appuyer sur la casserole. Et malheureusement, la première chose qui va lui arriver, c'est que le liquide coule sur sa tête et sur les autres parties du corps. Donc c'est des brûlures minimum au 2e degré pour un enfant. Une quinzaine d'exposants, des acteurs de la santé, du social ou encore de l'éducation. L'association 10 fois plus fort est spécialisée dans l'accompagnement des enfants ayant des troubles de l'apprentissage.
Souvent, c'est des problèmes de consignes, eh bien, dire les consignes une par une. C'est aussi mettre en place des petits pictogrammes pour que les enfants puissent avoir des repères. Et puis, c'est aussi faire preuve de patience de la part des parents. C'est un événement nouveau sur la ville, mais on pense que effectivement, sur une ville où beaucoup de familles sont monoparentales, notamment, ça peut être intéressant d'avoir comme ça un endroit où on va retrouver un peu tous les sujets de la vie de l'enfant. Une vie dans laquelle les parents ont pu se plonger durant un après-midi tout en bénéficiant de conseils pour l'éducation de leurs enfants. Faire découvrir le métier de libraire, c'est l'un des objectifs de la quinzaine de la librairie organisée par la région Île-de-France jusqu'au 25 mai. Une cinquantaine de rencontres est programmée sur l'ensemble de la région. L'une d'elles se déroulait mercredi à la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Les lycéens du lycée Émilie de Breteuil ont pu rencontrer sur place une auteure. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Grégory Canalet. Ils étaient une vingtaine ce matin-là à assister à la rencontre proposée au Pavé du Canal dans le cadre de la quinzaine de la librairie. Ces élèves de première L au lycée Breteuil de Montigny-le-Bretonneux ont pu découvrir deux métiers de la chaîne du livre, celui d'auteur avec Joyce Ormand, venue parler de son ouvrage Sciences de la vie, la profession également de libraire, souvent mal connue par les jeunes. C'est important d'ouvrir la librairie aux lycéens. De leur montrer que c'est un lieu qui est facile d'accès, qui est ouvert, que c'est pas un lieu un peu sanctuarisé, que c'est quelque chose qui est accessible et ouvert aux étudiants aussi. Une action de la région Île-de-France pour sensibiliser à l'univers du livre et de la lecture. Chaque jeune reçoit à la fin de la rencontre un chèque de 18 € à dépenser dans une librairie. Le rendez-vous au Pavé du Canal a été apprécié. Les lycéens ont pu échanger directement avec le libraire et l'auteur du jour. C'est toujours un plaisir de parler avec des artistes en fait, surtout quand moi je veux devenir chanteur, donc même si c'est une écrivain, ça reste une artiste. On a pu justement donner notre avis sur ce qu'on pense de la littérature aujourd'hui et plein d'autres choses et c'était très très intéressant. Il y a des vraies révélations, il y a quelque chose qui se passe, l'écriture, un livre c'est profond et donc ça vient remuer des questions vraiment intime parfois et ça vient souvent là et c'est des beaux moments. La quinzaine de la librairie se déroule jusqu'au 25 mai. Près d'une cinquantaine de rencontres va se tenir dans toute l'Île-de-France. Ils interviennent en prison, mais aussi dans votre vie quotidienne et ont pour objectif de défendre les droits des usagers face aux dysfonctionnements généraux des services publics. Ils agissent aussi contre toute forme de discrimination. Les délégués du Défenseur des droits des Yvelines ont dévoilé mardi à Versailles le bilan de leur action en 2017. Les 11 délégués présents sur l'ensemble du département ont notamment porté près de 900 réclamations sur plus de 1600 saisines. À Trappes et Guyancourt, des permanences sont ouvertes un jour par semaine grâce à l'action de bénévoles. Ils nous ont expliqué leur rôle et leur mission. Extrait de cet entretien sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Il s'agit vraiment de dysfonctionnement de services publics parce que vous savez que le délégué défenseur des droits intervient sur des champs très variés, la déontologie policière, les droits de l'enfant, la discrimination, etc. C'est vrai que là, il s'agit de dysfonctionnement de services publics. Alors, souvent des questions liées à la CAF, à la Caisse primaire d'assurance maladie, les dossiers retraite, j'en passe, il y en a d'autres. Ce qui veut dire que les gens qui viennent vous voir sont parfois un peu désarmés face à la complexité de l'administration fiscale. Vous êtes là pour les aider, pour leur apporter votre expertise, soutien ? Tout à fait. La première chose que l'on fait dans ces cas-là, par exemple en matière fiscale, on commence par expliquer le vocabulaire fiscal. Les gens ont les administrés ont beaucoup de mal à comprendre ça. Cette année, on a eu une action un peu particulière. Vous savez que la déclaration de revenus va être désormais dématérialisée. Bien sûr, Trappes, on a essayé d'informer les gens sur ce sujet. La première phase de la nouvelle plateforme Parcoursup pour l'inscription dans le supérieur des élèves s'est achevée le 31 mars. Les lycéens, apprentis, étudiants en réorientation et candidats inscrits à l'étranger ont confirmé leurs vœux. Ils sont précisément 70 913 à avoir fait la démarche
dans l'Académie de Versailles et chacun pouvait faire plusieurs vœux. Plus de 243 000 se sont portés vers des licences à l'université et près de 470 000 vers des filières sélectives, classes préparatoires ou encore écoles d'ingénieurs. À noter que l'Académie de Versailles annonce la création de 1500 places supplémentaires afin de répondre au mieux aux demandes de chacun. C'est un rendez-vous national et à certains égards même international qui débute jeudi prochain au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Des compétitions de désincarcération et de secours d'urgence entre pompiers. 3 jours d'événements couplés à une campagne de prévention pour tous. Des équipes de pompiers de toute la France et quelques-unes d'autres pays seront présentes pour l'occasion. Et parmi elles, évidemment, des pompiers yvelinois. Ils étaient en plateau lundi soir pour parler de l'événement. Regardez. L'équipe yvelinoise, composée de 8 personnels, 8 sapeurs-pompiers, s'entraîne actuellement toutes les semaines depuis plusieurs mois pour être prêt pour ce challenge qui se déroule à domicile et évidemment faire bonne figure. Et celui qui l'emporte représentera ensuite la France ? Tout à fait, on représentera la France au challenge mondial qui se déroulera cette année en Afrique du Sud. Il y a une vraie différence de niveau, alors déjà peut-être au sein même de la France et des différentes organisations des sapeurs-pompiers, mais aussi avec le reste du monde aussi. Il y a une différence de niveau ou des techniques différentes, c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses peut-être, d'échanger. Tout à fait, l'objectif principal reste l'échange et le partage de connaissances et de techniques opérationnelles. Il y a forcément une différence de niveau, il y a surtout une différence de technique, de façon de procéder, puisque tous les pays ne procèdent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes matériels, n'ont pas les mêmes structures hospitalières également. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information lundi à 18h, mardi, à 18h sur TV 78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.